Bienvenue sur ce cours sur l'analyse du bilan qui va être réalisée grâce à la construction et à l'analyse du bilan fonctionnel. Avant toute chose, rappelons la définition d'une entreprise. Une entreprise, c'est un ensemble de moyens humains, financiers qui sont réunis dans le but de produire et vendre des biens et ou des services sur un marché. Donc, toutes les entreprises ne produisent pas parce qu'elles ne sont pas toutes industrielles, mais le point commun de toutes les entreprises, c'est qu'elles veulent vendre sur un marché, c'est-à-dire qu'elles ont pour objectif de faire du bénéfice. Mais avant de pouvoir faire des bénéfices, les entreprises ont besoin d'argent. Elles ont besoin d'argent pour financer dans un premier temps leurs projets d'investissement, acheter des immobilisations, une machine, un matériel de transport, un matériel informatique pour pouvoir exercer leur activité. Et elles ont également besoin d'argent pour financer leur fonctionnement courant, puisque avant de pouvoir commencer à vendre, elles vont avoir besoin d'acheter des matières premières si ce sont des entreprises industrielles ou d'acheter des marchandises si ce sont des entreprises commerciales pour constituer leur stock. Elles ont besoin de payer leurs factures d'assurance, de payer certains salariés. Et l'idée générale, en fait, c'est la question qu'elles se posent systématiquement, c'est ont-elles prévu suffisamment de moyens de financement pour financer tout ce qu'elles ont à financer? Eh bien, grâce à la construction du bilan fonctionnel, on va pouvoir répondre à cette question. Dans ce chapitre, je vais vous apprendre à construire le bilan fonctionnel dont le principal intérêt est de mettre en évidence les cycles fonctionnels de l'entreprise. Donc par définition, le bilan fonctionnel, c'est un bilan comptable retraité afin d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan comptable retraité? Ce n'est pas un bilan comptable qui vit dans un EHPAD, pour les humoristes, c'est un bilan comptable qui est modifié. C'est-à-dire qu'on va partir du bilan comptable PCG, on va modifier certaines rubriques, on va les changer de place, et grâce à ces modifications, on mettra en évidence les cycles fonctionnels de l'entreprise. Donc le bilan fonctionnel permet une étude du financement de l'entreprise en faisant une distinction entre les cycles longs, qui sont les cycles d'investissement et de financement, on y reviendra, et le cycle court d'exploitation. La présentation fonctionnelle du bilan que l'on va apprendre à réaliser facilite l'analyse de l'équilibre financier de l'entreprise. Grâce au cas Jalum, nous avons appris quels étaient les 3 cycles fonctionnels d'une entreprise, à savoir le cycle d'investissement, de financement et d'exploitation. Commençons tout d'abord par les cycles longs, qui sont les cycles d'investissement et de financement. Par définition, on dit que les ressources stables résultent des décisions de financement qui ont engagé l'entreprise à long terme. Elles comprennent 2 rubriques qu'on appelle les ressources propres, qui comprennent elles-mêmes les capitaux propres, dans lesquels vous allez retrouver le capital, le résultat, les réserves, mais également les amortissements, dépréciations et provisions, dont on considère qu'il s'agit de ressources épargnées pour financer le renouvellement des immobilisations. Il y a également une autre rubrique dans les ressources stables, il s'agit des dettes financières stables, essentiellement les emprunts à long terme. Par ailleurs, les emplois stables résultent des décisions d'investissement. Ils correspondent à l'actif immobilisé brut dans un bilan. On se rend compte que le cycle d'investissement et de financement sont étroitement liés, puisque lors de la création d'une entreprise, l'entreprise fait des apports qui constituent le capital. Ce capital constitue le premier élément des ressources stables. Grâce à ce capital, l'entreprise va pouvoir investir, ce qui va alimenter les emplois stables. Et grâce à ses immobilisations, à son actif, eh bien, elle va pouvoir exercer son activité qui va lui procurer des bénéfices. Et les bénéfices, ça fait justement partie des capitaux propres, puisque la rubrique résultat et la rubrique réserve figurent dans les ressources propres. Le 3e cycle fonctionnel de l'entreprise est le cycle d'exploitation, que l'on qualifie de cycle court, car normalement sa durée est inférieure à 1 an. Ce cycle d'exploitation décrit l'ensemble des opérations successives qui contribuent à l'activité productive d'une entreprise. Ça correspond au cycle achat, j'achète des matières premières, ensuite je les stocke, ensuite je produis, si je suis une entreprise industrielle, ensuite je stocke mes produits finis, et seulement une fois que j'aurai stocké, je pourrai vendre mes produits finis et récupérer ainsi de la trésorerie qui me permettra de refinancer mes futurs achats de matières premières. Les éléments qui correspondent au cycle d'exploitation dans un bilan fonctionnel correspondent à l'actif circulant et au passif circulant. Dans l'actif circulant, on retrouvera le montant brut systématiquement. Attention, c'est toujours le montant brut que l'on prend des stocks, des créances et les disponibilités. Pour le passif circulant, on prendra les dettes fournisseurs, les dettes diverses essentiellement, et les soldes créditeurs de banque qui correspondent à des comptes bancaires à découvert essentiellement. Rappelons qu'en général, le cycle d'exploitation crée un besoin de financement pour les entreprises.
Illustrons cela avec une entreprise de construction automobile. L'entreprise de construction automobile, avant de pouvoir vendre à ses clients, va devoir acheter des matières premières qui vont être nécessaires à la construction de ces automobiles. Ces matières premières vont devoir être payées aux fournisseurs, avec plus ou moins de délai, 15 jours, 1 mois, peut-être 2 mois de délai de paiement, mais pas au-delà. Ensuite, ces matières premières vont faire l'objet d'un stockage, elles vont ensuite être incorporées sur le processus de production, ce qui va permettre de produire des voitures qui éventuellement seront stockées avant d'être vendues. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le client va régler la totalité de la voiture, puisqu'il aura généralement versé un petit acompte lors de la commande, mais l'essentiel du prix de vente va être versé à l'entreprise au moment de la livraison de la voiture. Donc puisque l'entreprise a dû avancer de l'argent parce qu'elle a dû payer ses fournisseurs, elle a dû payer les salariés qui travaillent sur la chaîne de production, elle a dû payer aussi probablement des impôts et taxes à l'État avant de pouvoir récupérer l'argent, c'est pour ça qu'on dit que le cycle d'exploitation crée un besoin de financement. Ce cycle d'exploitation, on le qualifie également de cycle court, car il y a généralement moins d'1 an entre le moment où vous allez commencer à acheter vos matières premières et le moment où vous allez récupérer l'argent qui correspond à la vente. Mais le besoin de financement lié au cycle d'exploitation d'une entreprise dépend avant tout du secteur d'activité de l'entreprise. Là, je vous ai évoqué le cas d'une entreprise industrielle, où il est assez courant d'avoir un besoin de financement assez conséquent, puisque ce sont des entreprises qui stockent et puis qui accordent éventuellement des délais de paiement aux clients. Vous avez également ici un exemple illustré avec une entreprise viticole où là vous avez un besoin de financement qui est extrêmement important au niveau de l'exploitation, car le cycle d'exploitation dure très longtemps. En effet, entre le moment où vous récoltez votre raisin et le moment où vous allez pouvoir vendre votre bouteille de vin au client et donc récolter l'argent qui correspond à cette vente, il peut s'écouler 1 an si c'est des petits vins, 2 ans, 3 ans ou même 10 ans si vous faites vieillir votre vin en cave. Mais pendant toute cette durée, il va falloir payer les fournisseurs, puisque vous avez des fournisseurs de produits agricoles qui vont vous permettre d'entretenir votre champ. Il faut payer votre personnel, celui qui s'occupe du vin en cave. Il faut payer l'État, puisqu'il y a des impôts et taxes à payer chaque année. Et ce n'est qu'au bout de ce cycle d'exploitation que vous récupérez de l'argent. Inversement, vous avez des entreprises où ça va beaucoup plus vite. Prenez une entreprise de restauration, entre le moment où elle achète les ingrédients qui sont nécessaires à ses recettes et le moment où elle va récupérer l'argent qui correspond à la réalisation de ses repas aux clients, il peut s'écouler 2 jours, 3 jours ou 1 semaine, mais puisqu'il fonctionne avec des produits frais, la durée du cycle d'exploitation est très courte. Et même, à la limite, s'ils s'arrangent bien, ils peuvent payer leurs fournisseurs, si leurs fournisseurs leur accordent des délais de paiement, eh bien ils peuvent payer leurs fournisseurs après avoir récupéré l'argent des clients. Imaginons que je sois en début de semaine, j'ai acheté mes ingrédients, mes fournisseurs me laissent 15 jours pour les payer. Eh bien pendant la semaine, je réalise mes recettes, tout ça est facturé aux clients. Dans la semaine, j'ai déjà récupéré l'argent qui correspond à mes repas, et en fait je ne paierai les fournisseurs de matières premières qu'après avoir récupéré l'argent. Donc on a certains secteurs d'activité qui génèrent souvent une ressource au niveau du cycle d'exploitation. C'est une ressource de financement. Maintenant que vous avez bien compris qu'il existait 3 cycles fonctionnels dans une entreprise, on va pouvoir construire le bilan fonctionnel qui met en évidence ces cycles fonctionnels. Vous allez retrouver en haut à gauche les emplois stables qui mettent en évidence le cycle d'investissement. En haut à droite, les ressources stables qui sont elles-mêmes composées des ressources propres et des dettes financières stables qui correspondent aux ressources de financement à long terme. Et en bas, on va retrouver ce qui correspond au cycle d'exploitation au sens large avec l'actif circulant et le passif circulant. Pour construire le bilan fonctionnel, on va partir d'un bilan comptable PCG et on va simplement modifier certains postes. On va les changer de place pour qu'ils mettent en évidence les cycles fonctionnels. Voyons tout de suite la liste des principaux reclassements que l'on va voir cette année. Tout d'abord, on commence par les amortissements et dépréciations. On dit qu'ils constituent des ressources de financement internes. Ils vont donc être éliminés de l'actif, puisque dans un bilan comptable, vous le voyez sur la partie gauche de la diapo, ils figurent dans la colonne du milieu qui s'appelle amortissement et dépréciation. Eh bien, on va les enlever de l'actif pour les mettre dans les ressources stables, sous les capitaux propres, avec les provisions qui y figurent déjà.
Notons que lorsqu'on regarde finalement ce qu'il y a dans les ressources propres, vous retrouvez les capitaux propres à l'intérieur desquels il y a le capital, mais également le résultat et les réserves, c'est-à-dire la part du résultat qui a été gardée dans l'entreprise pour faire de l'autofinancement, et vous y ajoutez là, à l'instant, notamment les amortissements. Et bien en fait, quand vous faites résultat plus réserve plus les amortissements, vous retrouvez la formulation vérificative de la CAF. Rappelez-vous, la CAF c'était résultat plus les dotations aux amortissements. Oui, mais les dotations aux amortissements, quand on les cumule année après année, eh bien on retrouve le montant des amortissements. Donc en fait, ce qu'on met dans les ressources propres, c'est pour les plus aguerris d'entre vous, c'est finalement le cumul de l'autofinancement qui a été réalisé par l'entreprise depuis sa création. Le deuxième reclassement que vous allez devoir opérer correspond aux concours bancaires et soldes créditeurs de banque. Ces concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque sont inclus dans les emprunts. Et les emprunts, eux-mêmes, on les met dans les dettes financières stables. Mais en fait, les concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ne constituent pas une ressource stable car il s'agit en fait d'emprunts à court terme. Il faudra les rembourser sous moins d'1 an à la banque. On va donc les enlever des dettes financières stables et on les mettra dans les dettes circulantes, plus particulièrement dans une rubrique qu'on appelle trésorerie passive. Troisième reclassement, il s'agit des valeurs mobilières de placement qui seront, dans ma conception, assimilées à de la trésorerie en raison de leur forte liquidité. Selon les présentations, certains mettent les valeurs mobilières de placement en hors exploitation, mais dans la mesure où un titre peut être vendu très rapidement et être transformé en argent, on dit qu'il a une forte liquidité, et de fait, c'est comme si on avait de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on les mettra systématiquement avec les disponibilités de l'actif. Dernier reclassement que l'on fera cette année, il s'agit des intérêts courus sur emprunt. Donc les intérêts courus correspondent à une opération d'inventaire qu'on a vue lors de la dernière période. Ces intérêts courus en fait constatent le montant des intérêts sur les emprunts en cours. Ce sont des charges à payer qui sont rattachées aux emprunts. Eh bien, ces charges sont à payer en fait sous moins d'1 an. Et donc, il faudra les enlever des dettes financières stables, car il ne s'agit pas d'un emprunt à long terme, et les rajouter aux dettes circulantes, puisqu'elles devront être payées sous moins d'1 an. Pour cette première année, il n'y aura que ces reclassements à faire, dans la mesure où vous n'avez pas suffisamment de base en comptabilité. Je n'étudierai pas pour cette année le reclassement des charges à répartir, des primes de remboursement des obligations, des écarts de conversion, du poste actionnaire capital non appelé, des intérêts courus sur prêt ou des effets escomptés non échus. On peut également, en plus des reclassements, faire ce qu'on appelle des retraitements. Ça permet d'améliorer encore l'information financière et ça permet surtout de faciliter les comparaisons inter-entreprises. Vous étudierez certains de ces éléments l'année prochaine, notamment le retraitement du crédit bail qui permet de comparer les entreprises qui choisissent de se financer par emprunt ou celles qui choisissent de se financer par crédit bail. Le bilan fonctionnel se présente alors de la façon suivante. Vous retrouvez les différentes rubriques qui mettent en évidence les cycles fonctionnels. Et à l'intérieur de l'actif circulant et des dettes circulantes, on va subdiviser nos éléments en 3 sur-rubriques. La rubrique exploitation, hors exploitation et trésorerie. Donc actif d'un côté, passif de l'autre. Une fois que vous avez appris à construire votre bilan fonctionnel, il convient d'apprendre à l'analyser. Rappelons la problématique de l'entreprise. Elle a 3 cycles fonctionnels. Le cycle de financement, avec ses financements de longue période, le cycle d'investissement, qui correspondent à des emplois stables, et le cycle d'exploitation. L'idée pour l'entreprise, c'est de savoir si elle a suffisamment de financement stable pour financer et ses investissements et le besoin de financement qui provient de son cycle d'exploitation. Si elle a suffisamment de financement pour financer tout ça, alors il lui restera de la trésorerie. Dans le cas contraire, elle sera à découvert, c'est-à-dire qu'elle aura une trésorerie négative. On va donc réaliser l'analyse du bilan fonctionnel au moyen de 3 outils. Dans un premier temps, on va calculer le fonds de roulement net global. L'idée générale, c'est que les ressources stables, qui représentent le cycle de financement, servent d'abord à financer les emplois stables, c'est-à-dire les investissements. Dans la mesure où il y a suffisamment de ressources stables pour financer les emplois stables, alors l'excédent, qu'on appelle fonds de roulement net global, va permettre de financer l'actif circulant. On appelle donc fonds de roulement net global la partie de l'actif circulant financée par des ressources stables. Le calcul du fonds de roulement net global est illustré par le bilan fonctionnel qui est dessiné.
on va prendre les ressources stables et on va y enlever les emplois stables. Si ce fonds de roulement net global est positif, et c'est largement conseillé, alors ça financera les besoins de financement qui proviennent de l'actif circulant, puisque je vous rappelle que c'est l'actif circulant qui crée des besoins de financement. En principe, une structure financière équilibrée se caractérise par un excédent de ressources stables sur les emplois stables. Autrement dit, plus simplement, le fonds de roulement net global, c'est bien s'il est positif. Ça veut dire alors que l'entreprise finance la totalité de ses investissements par des ressources longues, mais également une partie de son actif circulant, c'est-à-dire une partie de ses stocks, une partie de ses créances clients. Toutefois, le niveau du fonds de roulement net global des entreprises dépend essentiellement du secteur d'activité. Si je me réfère à l'exemple que j'ai vu tout à l'heure, par exemple dans une entreprise viticole, comme les entreprises viticoles ont un gros besoin de financement lié à l'exploitation, eh bien elles sont obligées d'avoir beaucoup de ressources stables, beaucoup de capitaux propres pour financer l'activité de l'entreprise. A l'inverse, si le fonds de roulement net global est négatif, ça veut dire que les ressources stables sont insuffisantes pour couvrir les emplois stables, et là, on qualifiera généralement la situation de l'entreprise comme étant alarmante, même si ça dépend là encore des secteurs d'activité de l'entreprise, et il faut en principe trouver d'urgence de nouvelles ressources stables, car il est probable qu'une telle situation engendre une trésorerie négative pour l'entreprise. Le deuxième indicateur qui permet d'analyser le bilan fonctionnel, c'est le calcul du besoin en fonds de roulement, qu'on appelle plus communément BFR. Le besoin en fonds de roulement, on l'a expliqué un petit peu dans le cas J'allume, il existe du fait des décalages dans le temps qui existent entre les achats et les ventes qui entraînent la constitution de stocks. Plus l'entreprise constitue des stocks, plus elle va devoir avancer de l'argent pour constituer ses stocks. Il existe également un décalage entre les produits comptables, comme les ventes par exemple, et les paiements correspondants, comme le paiement des clients, qui donnent naissance à des créances. Plus vous accordez des délais de paiement à vos clients, plus il faut attendre avant de pouvoir récupérer la trésorerie correspondante. Ces décalages, on dit donc qu'ils créent des besoins de financement. A l'inverse, donc ces besoins de financement sont atténués par le décalage qu'il y a en sens opposé entre les charges, comme les achats par exemple, et les paiements correspondants, par exemple le paiement des fournisseurs. Ces décalages créent des dettes, et ces dettes procurent à l'entreprise des ressources de financement. En effet, lorsqu'un fournisseur vous accorde la possibilité de le payer plus tard, eh bien en attendant, vous gardez la trésorerie dans votre entreprise, et c'est une bonne chose pour votre situation financière. En résumé, tout ce que vous avez dans l'actif circulant crée un besoin de financement, et toutes les dettes circulantes procurent des ressources pour l'exploitation de l'entreprise. Le BFR, besoin en fonds de roulement, exprime le solde entre ses besoins et ses ressources. Pour calculer le BFR, on va donc prendre le montant de l'actif circulant que l'on considère hors trésorerie, donc uniquement ce que j'ai mis ici en vert et en bleu, moins le montant des dettes circulantes qui créent des ressources de financement, là encore, hors trésorerie. Donc quand on a un besoin de financement qui est positif, c'est un besoin de financement, mais inversement, si le BFR est négatif, ça veut dire que l'entreprise a alors une ressource en fonds de roulement, et ça c'est très bien pour l'entreprise puisque cela va lui procurer de la trésorerie. Pour affiner l'analyse, on décompose le calcul du BFR en faisant l'addition du besoin en fonds de roulement d'exploitation et du besoin en fonds de roulement hors exploitation, que j'ai noté BFRE et BFRHE. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est la différence simplement entre l'actif circulant d'exploitation, dans lequel vous retrouvez deux postes essentiels pour l'entreprise, à savoir ses stocks et ses créances clients, moins les dettes circulantes d'exploitation, dans lequel vous retrouvez le montant des dettes fournisseurs. La particularité du BFRE, c'est qu'il est fonction du chiffre d'affaires. Ça veut dire que plus l'entreprise développe son activité, plus le montant du besoin de financement lié à l'exploitation va se développer. En effet, lorsque l'entreprise compte vendre plus, elle va généralement constituer plus de stocks, elle aura plus de créances clients car un volume global de clients plus important, et également, vu qu'elle fait plus d'achats au niveau de ses fournisseurs, elle aura également plus de dettes fournisseurs. Donc globalement, on a un BFRE qui va augmenter proportionnellement à l'activité. Il y a également la deuxième composante qui est le BFRHE, vous l'avez compris, c'est l'actif circulant hors exploitation, moins les dettes circulantes hors exploitation, donc ce que j'ai mis en bleu ici, dans le bilan fonctionnel. On fait bien toujours l'actif moins le passif. La particularité du besoin en fonds de roulement hors exploitation, c'est qu'il est indépendant du cycle d'exploitation. Vous retrouvez à l'intérieur, par exemple, le montant de la dette d'impôt sur les sociétés, qui n'est pas du tout fonction de l'activité, qui est fonction de votre résultat. Donc on ne peut pas dire qu'il est proportionnel au chiffre d'affaires.
Je vous ai dit que dans beaucoup de secteurs d'activité, le besoin en fonds de roulement, et notamment le besoin en fondement d'exploitation, est positif. Donc la plupart des secteurs créent un besoin de financement au niveau de l'exploitation. Mais certains secteurs créent systématiquement une ressource de financement au niveau de l'exploitation. C'est le cas de la grande distribution. Les 3 principaux éléments qui impactent le BFRE, je pense que vous l'avez compris, ce sont les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. La particularité dans le secteur de la grande distribution, c'est que les clients sont des particuliers, donc ils payent systématiquement au comptant. Les fournisseurs, les entreprises de grande distribution ont un fort pouvoir de négociation, donc en fait elles réussissent à imposer aux fournisseurs les délais de paiement les plus longs possibles. Alors ces délais de paiement, en fait, ils sont quand même encadrés en France, hein. Il y a une loi qui interdit de dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours pour les délais de paiement, donc on ne peut pas demander à avoir un délai de paiement de 120 jours normalement sur ces secteurs d'activité-là, mais en tout cas, elles essayent de payer leurs fournisseurs le plus tard possible. Et par ailleurs, elles ont assez peu de stock puisqu'elles se font livrer très régulièrement, tous les 2 jours ou tous les 3 jours il y a des livraisons, donc elles ne stockent pas très longtemps leurs produits. Donc de fait, ce sont des entreprises qui réussissent souvent à se faire payer les marchandises par les clients avant même de les avoir payées auprès de leurs propres fournisseurs. Et c'est pour ça que ce type d'entreprise dégage beaucoup de trésorerie, et grâce à cette trésorerie, vous remarquez que certaines enseignes ont créé des services financiers, donc vous retrouvez par exemple Carrefour Banque, Carrefour Assurance, et ceci n'a été possible en fait que parce qu'elles ont généré beaucoup de trésorerie. Vous pouvez donc notifier cela dans le cours, où il est noté que le BFRE est généralement positif à l'exception de certains secteurs, comme la grande distribution, puisque ces entreprises ont peu de stock, elles vendent au comptant leurs marchandises et payent leurs fournisseurs tardivement en raison de leur fort pouvoir de négociation. Dans le secteur de la restauration aussi, il est aussi assez courant d'avoir un BFRE qui est négatif. Le 3e indicateur qui permet d'analyser le bilan fonctionnel est la trésorerie nette, qui peut se calculer de 2 façons. La première façon se calcule à partir des postes du bilan fonctionnel, en faisant simplement trésorerie active moins trésorerie passive. La deuxième façon se calcule en se rappelant de la problématique de l'entreprise. Rappelez-vous, je vous avais dit, si l'entreprise a suffisamment de financement pour financer ses investissements, alors elle dégage un fonds de roulement net global positif. Eh bien, cet excédent, ce fonds de roulement net global, est censé financer le besoin qui est lié au cycle d'exploitation, c'est-à-dire le BFR. La trésorerie nette sera donc positive si le fonds de roulement net global est supérieur au BFR et négative si le fonds de roulement net global est inférieur au BFR. Du coup, trésorerie nette égale FRNG moins BFR, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de trésorerie. Évidemment, c'est intéressant d'avoir 2 modes de calcul, puisque quand vous allez faire vos propres calculs, vous vérifierez que vous trouverez bien la même trésorerie des 2 façons, et du coup, vous verrez si vous avez bon ou pas, si la logique est respectée dans vos calculs. Vous avez désormais tous les éléments pour construire le bilan fonctionnel d'une entreprise et calculer sa trésorerie nette à partir du fonds de roulement net global et du BFR. Donc pour vous entraîner sur ces notions, pour cette première semaine, vous vous contenterez de faire le cas SARL Altec qui est le premier cas du TD. Et pour la semaine prochaine, nous verrons un cours dans lequel on apprendra à calculer des ratios qui vont nous apporter de l'information supplémentaire et on apprendra surtout à formuler le diagnostic du bilan fonctionnel et à formuler des recommandations pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Je compte sur vous pour être sérieux et bien suivre le travail à faire chaque semaine. Évidemment, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quand vous mettez un petit j'aime sur mes vidéos, ça vous permet de les avoir dans vos favoris. À très bientôt!